Est-ce que vous avez déjà entendu parler des low-tech? Low-tech signifie littéralement basse technologie, en opposition à high-tech, souvent synonyme d'extraction démesurée de matériaux rares, d'obsolescence programmée, de production excessive de déchets et de besoins superflus artificiellement créés par la publicité. Mais alors, comment s'émanciper des high-tech? C'est là que la low-tech intervient. La low-tech est une technologie simple à réaliser, à réparer, avec des matériaux locaux qui privilégient le recyclage et la réutilisation. En quelques mots, la low-tech est une des clés de la résilience et de la transition écologique, sociale et démocratique des territoires. Car oui, la low-tech ne se réduit pas à un nouveau passe-temps pour les bricoleuses et les bricoleurs, ni à un concept entre le DIY et le survivalisme, ou encore une nouvelle niche du greenwashing. Non, la low-tech, c'est une véritable philosophie, un mouvement de fond qui ambitionne de repenser l'innovation sur des valeurs démocratiques, sociales, écologiques. La low-tech, c'est le chemin à emprunter pour donner corps à la pensée de philosophes comme Ivan Illich. Il s'agit de rediriger nos activités de manière à ce que l'humain contrôle l'outil et non l'inverse. Une société où l'outil renforce l'autonomie de chacune et de chacun et accroît le champ d'action sur le réel. Finalement, le concept de low-tech peut se résumer en 3 mots: utile, durable et accessible. Les low-tech, c'est en fait une formidable opportunité d'ouvrir de nouvelles voies pour l'innovation. Et ça passe par une refondation profonde de la valeur de celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui oriente l'innovation? C'est la perspective de création de valeur économique pour l'investissement. Autrement dit, c'est la rentabilité. De ce fait, les activités qui sont favorisées, c'est des activités qui ne vont pas trop sacrifier de leur rentabilité aux soins de l'environnement, qui ne vont pas trop sacrifier au bien-être de ses salariés, qui ne vont pas rendre leurs clients indépendants, autonomes, et qui vont faire un usage massif de machines puissantes qui polluent pour produire des choses qui se vendent, donc des trucs et des machins pas forcément utiles. Ça se traduit de manière évidente à l'échelle macroéconomique. À l'échelle macroéconomique, la valeur créée, c'est le produit intérieur brut. Quand on représente le produit intérieur brut par habitant des différents pays en fonction de la quantité de CO2 dégagée par habitant, tous les pays s'alignent sur une belle droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour créer 1 euro de produit intérieur brut, valeur économique reconnue, on dégage environ 350 grammes de CO2. Les études scientifiques montrent que l'impact de 350 grammes de CO2 dégagés dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est 3 euros à 180 euros de richesse réelle détruite à terme. Et ça, juste du fait des conséquences climatiques, sans comptabiliser l'impact sur la biodiversité, l'impact sur la société, le social. Malheureusement, notre économie a déjà commencé à payer le prix de tout ça. La crise des subprimes, c'est une panique financière liée au passage du pic de disponibilité du pétrole conventionnel, manque de ressources. Les printemps arabes, c'est un enchaînement de crises météorologiques en Russie, en Chine, dans différents pays, qui ont fait baisser la disponibilité des matières agricoles, monter les prix dans les pays arabes et mis les citoyens dans la rue. Les gilets jaunes, tentative de financer la transition écologique nécessaire, l'innovation sur le diesel nécessaire au plus grand nombre. Et enfin, la crise de la Covid-19, c'est la destruction de l'habitat naturel d'animaux porteurs de virus qui se retrouvent en contact avec les humains. On voit bien que l'incapacité à penser les activités humaines autrement que sur la valeur reconnue économiquement rend déjà nos économies extrêmement fragiles et elles ont du mal à s'en remettre. Depuis 2018, 30 000 étudiantes et étudiants ont signé en France un appel pour le réveil écologique. Ça se traduit comment? Ça se traduit en une disponibilité incroyable de candidats dans l'économie sociale et solidaire ou les associations comme la nôtre, d'étudiants surdiplômés qui sont prêts à travailler pour un service civique ou un SMIC. On n'a pas du tout la même disponibilité de candidatures comme ça dans les grandes entreprises où on s'arrache ce genre d'étudiants pour des salaires 3 fois supérieurs. L'État français vient d'être condamné en février pour inaction climatique. Il y a fort à parier que le crédit impôt recherche qui dynamise toute l'innovation en France soit de plus en plus conditionné à l'innovation sur des activités qui ont un réel impact bénéfique climatique. Alors, on pense que bien heureuses seront les entreprises qui s'impliqueront dans l'essor de l'écosystème low-tech. Et l'enjeu pour l'écosystème low-tech aujourd'hui, c'est d'arriver à mesurer la valeur de cette façon d'envisager l'innovation, la valeur de ces activités low-tech.
Ensuite, c'est de matérialiser cette valeur. La valeur dans l'écosystème, la valeur dans les principes fondamentaux, la matérialiser. Et finalement la faire circuler de manière efficace pour qu'elle devienne le moteur d'une innovation et de l'économie associée réellement solidaire et centrée sur l'essentiel. Pour que les low-tech se développent un petit peu, il faudrait sans doute qu'il y ait plus d'expérimentation locale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une image qui est quand même un peu une image bricolo, sympa, économie sociale et solidaire. C'est presque un côté aussi pays du Sud, un peu. Hein, c'est le low-tech, c'est la tech des pauvres, c'est bien. Il y a des choses comme ça. Bon, et en fait, non, je pense qu'il y a un vrai intérêt à des solutions qui soient des solutions malignes, intelligentes, mais pas au sens smart, mais l'intelligence humaine, l'intelligence organisationnelle, et qui soit sobre et qui soit finalement aussi factrice de résilience. Pour ça, il faut effectivement réussir à montrer qu'il y a des modèles qui fonctionnent. Donc, il faut que effectivement ça dépasse un peu le bricolage peut-être de quelques personnes bien intentionnées, mais que ça soit aussi soutenu par les territoires un peu à toutes les échelles. On peut penser dans les régions, dans les métropoles, dans les villes, les villages. Les solutions low-tech, elles sont souvent plus intenses, plus voilà, en main-d'œuvre, en travail humain, en temps à passer. C'est parfois moins pratique. Et donc, si on n'a pas une sorte de rééquilibrage entre le coût du travail humain et puis le coût des ressources et des énergies qu'on pourrait économiser avec des solutions plus low-tech, et c'est difficile d'avoir des systèmes qui soient viables quoi, pour les entreprises ou pour les produits ou les services qui pourraient être produits. C'est des produits qui peuvent s'avérer aussi être plus chers parce que finalement, ils sont moins industrialisés, plus artisanaux, plus ancrés dans les territoires, mais aussi plus coûteux en travail humain. Alors, comment fait-on pour que la démarche low-tech soit une base de refondation de la perception de valeur, qui fera que nos modèles économiques soient réellement durables, mais également une refonte démocratique du processus d'innovation? C'est bien pour répondre à ce défi qu'est né le projet Glocal Low-tech. L'objectif final du projet porté par notre collectif, c'est de révéler la valeur de la low-tech, donc sa valeur sociale, environnementale et économique, dans une démarche de recherche-action collaborative qui implique toutes les parties prenantes de notre société. Je suis Thomas, maraîcher bio dans la Vienne, inspiré par les valeurs de la permaculture. J'ai eu la chance l'été dernier de rencontrer les jeunes de la SALT 2020 et nous avons fait un échange formidable entre des légumes et une grelinette qu'ils m'ont autoconstruit durant leur stage. Et ça a été un échange formidable car les valeurs des low-tech rejoignent celles de la permaculture, puisque dans les deux cas on cherche plus d'autonomie, plus de satisfaction au travail et moindre impact sur la planète. Je suis contributeur au tiers-lieu La Mine et je vais vous parler des low-tech. Donc les low-tech, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout à l'origine et que j'ai découvert à travers des ateliers au sein du tiers-lieu La Mine. Et j'ai découvert une approche qui est très minimaliste, qui cherche à répondre à des besoins concrets, en utilisant le minimum de ressources et des approches très frugales finalement. J'ai découvert plus tard que c'était également un écosystème qui était en train de se structurer au niveau national pour créer des modèles économiques nouveaux, créer des approches collaboratives sur des sujets de transition de société. Donc aujourd'hui je suis complètement convaincu, je participe à ce mouvement et je vous invite à vous y intéresser aussi parce que ça change les choses. Alors les low-tech c'est bien parce que c'est durable, c'est bien pour l'environnement, pour protéger notre environnement et c'est accessible à plusieurs personnes vu qu'il n'y a pas besoin de trop de matériel et voilà, ça qui est bien sur les low-tech. Je soutiens les low-tech et le projet Global Tech parce que je trouve que c'est une alternative qui est viable partout, que ce soit en ville ou en campagne, et qui est accessible à beaucoup de monde, avec du matériel pas cher, vraiment accessible, et des connaissances qui sont répartissables et dans un objectif solidaire et une économie différente. Donc je soutiens ce projet à 3000%. Je m'appelle Florent, je suis ingénieur en conception mécanique et après mes études, j'ai rapidement rejoint la famille des ingénieurs en perte et en quête de sens. Et aujourd'hui, je trouve du sens dans la démarche low-tech et dans mes activités associatives dans le mouvement des ingénieurs engagés. Je suis pas tout seul, on est de plus en plus nombreux dans le monde de l'ingénierie à se poser des questions, à chercher du sens. Et pour moi, le projet Glocal Low-tech a un gros potentiel pour répondre à cette demande qui est croissante. Un potentiel de mise en relation, de création de réseaux des acteurs low-tech, et un potentiel pour amener des outils techniques et économiques pour faciliter le développement de projets
qui ait du sens et des valeurs écologiques et sociales. Ça fait maintenant 8 ans qu'Holotech Lab participe à notre échelle à dénicher, tester, documenter, promouvoir des solutions qu'on qualifie de low-tech. Mais depuis l'année dernière, on s'intéresse également à l'échelle des organisations. Comment les principes de la low-tech se traduisent non plus seulement sous forme technique ou de modèles de production, mais sous forme de modèles économiques, de statuts juridiques, de nouveaux métiers, des filières qu'ils participent à structurer. Dans ce cadre, on discute depuis longtemps avec Oséon, notamment autour du projet Glocal Low-Tech, et on a hâte de pouvoir mettre en commun et partager nos retours d'expérience respectifs. Le projet Glocal Low-Tech, c'est avant tout une méthode, celle de l'intelligence collective plutôt que celle de l'expertise cloisonnée. Donc avec nos partenaires, nous allons rassembler tout un ensemble d'acteurs afin de réfléchir et agir ensemble, que ce soit à travers un travail d'enquête ou un ensemble d'ateliers collaboratifs. Donc tout un ensemble d'acteurs, ça veut dire des citoyens et citoyennes sur les territoires, de différentes classes sociales, mais aussi des acteurs du milieu associatif, de l'entreprise, de la recherche, de l'entrepreneuriat, mais encore des collectivités. Le projet Glocal Low-Tech se déploie selon cette même méthode, suivant 3 axes. Un axe territoire, un axe écosystème et un axe outils communs. Le projet Glocal Low-Tech expérimente une démarche d'accompagnement des territoires qui débouchera in fine sur une formation à un nouveau métier, celui d'accompagnateur low-tech du territoire. Ce métier consiste à permettre de mettre les acteurs citoyens locaux au centre de la démarche d'innovation. En fait, c'est une sorte de nouveau contrat technico-démocratique qui est proposé pour refonder la valeur de la low-tech sur l'implication citoyenne. Le processus d'accompagnement qu'on va déployer sur les territoires est finalement un cycle d'ateliers participatifs qui va durer 8 mois, où on va collaborer avec un groupe de citoyens local qui est à la fois volontaire, bien sûr, et représentatif du territoire. Tout au long du processus, en fait, on va travailler avec des experts low-tech qui vont nous accompagner. D'abord, en premier lieu, pour acculturer les personnes à la low-tech, à la fois philosophiquement et technologiquement. Et puis ensuite, on va faire émerger leurs besoins. Ça, c'est dans la philosophie low-tech, de partir du concret, de partir des besoins des gens. Et c'est du coup ce qu'on va faire en premier. Et ensuite, une fois qu'on aura identifié les besoins des gens, on va imaginer des solutions avec eux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a des besoins, on identifie des solutions. Et ensuite, on va valoriser la valeur de ces solutions pour voir ce qu'elles peuvent apporter en fait au territoire. Une fois qu'on a fait ça, ça va formuler finalement un projet de territoire et impulser une dynamique locale. Qu'est-ce qui va finalement rester de cet accompagnement et de notre passage sur le territoire? C'est plusieurs exemples. D'abord, ça peut être une conserverie solaire low-tech pour des produits agricoles locaux. Ça peut être un four à pain collectif solaire qui peut fonctionner à la fois le jour mais aussi la nuit. Ça peut être une salle de sport laverie qui fait tourner avec l'énergie des jeunes des machines à laver pour les parents, ou un parc d'outils agricoles low-tech dans les jardins partagés des habitants par exemple. Nous voulons donc, à travers cet espace et cette dynamique transversale, avec ce groupe d'ingénieurs Glocal Low-Tech, nous travaillons aujourd'hui sur un label égal à l'écoquartier sur les estives et sur la partie montagnarde de notre commune. Et bien entendu, cette démarche sera étendue à la communauté de communes du Tarbes-Valin-Couz-Artinez pour permettre aux petites communes de notre vallée d'avoir cette expérience et de bénéficier de cette expérience. Il est évident que cette formation et ce travail est une véritable révolution culturelle qui va permettre justement de mettre au centre du développement local l'humain et les ressources naturelles, notamment en luttant modestement, mais en luttant quand même contre le réchauffement climatique. L'idée de fond, c'est qu'un besoin essentiel sur un territoire porté en conscience par ses acteurs a beaucoup plus de valeur qu'une impulsion d'achat dictée par la publicité et le critère de prix. Le deuxième axe du projet, c'est aider la compréhension de l'écosystème low-tech. Identifier ses ressources, ses atouts et ses leviers, et ainsi libérer son potentiel collectif et la valeur du faire ensemble. L'émergence d'une économie de la contribution low-tech repose en effet sur la mise en lien entre tous ces acteurs, qu'ils se revendiquent explicitement ou non du mouvement low-tech. Finalement, ce que nous allons chercher à révéler, ce sont les chaînes de valeur au sein de l'écosystème low-tech, celles qui sont déjà mises en place et celles qui seraient à développer. C'est donc en premier lieu un travail d'enquête.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir dire un mot de soutien au projet Glocal Low-Tech coordonné par Oséon. En effet, c'est un grand plaisir de soutenir ce projet dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt stratégie Low-Tech d'innovation que nous avons lancé en Ile-de-France en 2020 et qui fait partie du programme d'expérimentation de l'approche systémique pour la transition écologique que nous menons à l'ADEME. Alors c'est aussi pour nous l'occasion de rappeler en quoi les démarches Low-Tech font partie des stratégies d'innovation dites systémiques. En effet, ces démarches supposent une réflexion stratégique amont qui cherche à comprendre les dynamiques d'évolution des interactions entre les acteurs et les entités sociotechniques d'un système organisationnel donné, en l'occurrence un territoire pour le projet Glocal Low-Tech, avec pour objectif de mieux agir sur ces interactions pour les modifier, voire les supprimer, ou encore créer de nouvelles interactions, de nouveaux liens, de nouvelles solidarités plus vertueuses, et en veillant bien sûr à ne pas induire de nouvelles boucles de rétroaction et autres effets rebonds bien connus, potentiellement nuisibles sur le plan écologique, voire déstabilisateurs sur le plan sociopolitique pour le territoire. Bien sûr, une telle stratégie intègre également les actions à l'échelle des acteurs et des structures sociotechniques du système territorial en question. Pour autant, ce que l'on observe, c'est que l'essentiel du potentiel de transformation de tout système sociotechnique réside surtout dans la modification des règles d'interaction entre les acteurs et les entités sociotechniques du territoire. Bref, vous l'aurez compris, le projet Glocal Low-Tech de Oséon et ses partenaires s'inscrit précisément, selon nous, dans cette stratégie pour contribuer à structurer et à déployer dans les territoires un écosystème d'acteurs franciliens engagés en synergie dans une démarche low-tech. Et à l'ADEME, nous avons vraiment hâte de voir les premiers résultats du projet. Mon intérêt pour les low-tech a commencé il y a 1 an et demi, où je me suis penchée sur la place, le rôle et la responsabilité de l'ingénieur et du concepteur dans une société qui soit plus durable. Et pour que cette société soit plus durable, je me suis rendu compte que ça demanderait un effort qui est collectif, qui prend en compte des profils très divers entre eux, très différents. Et donc ça demande une collaboration entre les acteurs territoriaux, économiques et politiques. Et le projet Glocal Low-Tech propose ça, permet de faciliter ces échanges, ce qui en fait une structure dynamisante dans laquelle les gens ont confiance, grâce à laquelle les gens se font confiance, puisqu'ils y auront tous participé. J'ai le plaisir de dire quelques mots au sujet de la collaboration qui est menée actuellement entre le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène que je dirige et Oséon, puisque nous avons 2 étudiants, une étudiante et un étudiant qui aujourd'hui travaillent directement avec Oséon. Ce que permet de faire la Low-Tech, c'est peut-être ça justement, de coordonner ensemble des initiatives. Et par ailleurs, donc à partir du moment où on est là pour coordonner des acteurs ensemble, il faut réfléchir au passage à l'échelle, il faut réfléchir aussi aux questions économiques que cela pose pour que la low-tech ne reste pas à la marge finalement. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment de savoir comment est-ce qu'on peut se coordonner au monde économique actuel tout en essayant de le transformer et en quoi surtout la low-tech peut être justement un levier de transformation de ce monde économique-là. Donc ça pose évidemment de très nombreuses questions sur justement les enjeux démocratiques liés aux technologies, les enjeux économiques également liés aux technologies. Et donc c'est pour explorer tous ces éléments-là qu'aujourd'hui nous collaborons ensemble. C'est un très vaste chantier, mais je suis ravi qu'on ait trouvé le cadre pour l'ouvrir avec Oséon. Je suis pas sûr qu'il faut forcément qu'il y ait un unique étendard low-tech avec un ou 2 formidables exemples qui donneraient envie. Au contraire, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une démarche globale qui pourrait aller s'immiscer un petit peu partout. Quand on dit low-tech, déjà on parle de tech, donc de technique, donc on est déjà en train de se jeter sur l'objet. Et finalement, pour moi, je préfère effectivement la notion de démarche en disant que c'est jamais parfait. En fait, on peut jamais être parfait, on peut pas être puriste, ça sert à rien. C'est un peu comme le zéro déchet. On peut jamais être zéro déchet. C'est impossible d'être zéro déchet. C'est ce mélange de high-tech et de low-tech finalement. Donc on sait bien que le mouvement low-tech, le but c'est pas de faire tomber par terre les réseaux électriques, les réseaux télécoms et je sais pas quoi, et les réseaux d'eau potable et d'assainissement et des hôpitaux. Bien entendu, c'est pas ça. Mais c'est de faire preuve de techno-discernement et d'utiliser la technologie là où elle est vraiment utile, indispensable, et puis à d'autres endroits peut-être avoir des choses plus intelligemment pensées et dans un esprit de sobriété. Je suis le cofondateur de l'association Assembly Virtuelle qui développe des outils au service des acteurs de la transition. L'objectif, c'est de développer des outils qui leur ressemblent sur des bases open source, qui soient véritablement accessibles et qui soient
conviviaux. Depuis quelques années, on s'est spécialisé notamment sur des projets de cartographie à l'image de Transiscope qui rassemble 30 000 initiatives à l'heure actuelle en provenance d'une trentaine de sources, à savoir des acteurs de la transition. Et à l'heure actuelle, on développe un logiciel qui s'appelle CMaps qui va permettre de faire ce qu'on appelle de la cartographie sémantique. Et donc c'est ce logiciel qu'on va mettre à disposition de Glocal Low-Tech en partenariat avec l'association Océan. Avoir une cartographie fonctionnelle de l'écosystème low-tech, ce n'est qu'un point de départ, un premier pas. Le but ensuite, c'est de la rendre évolutive et surtout de la rendre féconde. Avec l'analyse systémique que nous aurons effectuée, nous pourrons ensuite constituer un ensemble de communs, des outils et des méthodes partagées qui permettront justement l'essor d'une économie low-tech. Pour cela, nous allons mettre en place des ateliers collaboratifs. Donc voici quelques exemples des sujets qui seront traités. Des méthodes d'évaluation démocratique de la valeur de nos activités low-tech à la main des acteurs locaux sur les territoires, des méthodes et outils d'ingénierie collaborative, des outils d'émission d'une monnaie libre en fonction de la valeur véritable d'un projet, garantissant aussi son contrôle démocratique et son usage approprié, des outils de partage des connaissances et de revue par les pairs des productions scientifiques low-tech, et plein d'autres idées encore. Je m'appelle Alexandre Gauthier, je suis chercheur indépendant et coordinateur d'un projet de recherche sur le low-tech qui a deux objectifs. Dans un premier temps, faire l'état des lieux du low-tech, c'est-à-dire trouver les principes clés actuels du concept low-tech. Dans un deuxième temps, il s'agira de répertorier les méthodes d'évaluation et les indicateurs que l'on peut adosser à ces principes clés. Cette partie se fera en collaboration avec William et Céline du projet Glocal Low-Tech et permettra de nourrir la réflexion sur la production de méthodes d'appréciation de la valeur de systèmes low-tech mises en place sur les territoires par les acteurs du territoire. Par ailleurs, je suis aussi cofondateur avec Arthur Deprec du projet RoboCoop, qui a pour objectif de faire émerger un écosystème permettant de réduire fortement l'impact environnemental de l'électroménager en proposant d'activer plusieurs leviers qui vont de la simple location d'électroménager jusqu'à la création d'écosystèmes locaux gérant leur appareil à la manière d'un commun. Sur ce projet, Glocal Low-Tech nous aide déjà beaucoup pour la mise en relation, le soutien pour répondre à des appels à projets, mais aussi sur la formalisation de modèles économiques collaboratifs permettant la gestion en commun dans le cadre de plusieurs projets étudiants. Maintenant, un exemple de cette démarche low-tech en France. Le projet porté par Agir Low-Tech vise à constituer et diffuser des communs, avec les compétences en ingénierie et les savoir-faire artisanaux présents sur le territoire. Deux projets en développement. Le premier sur les outils agricoles, avec un semoir de semi-direct sous couvert végétal, respectueux des sols et accessible financièrement pour des petites fermes. Le second sur le chauffage au bois, avec un petit poêle de masse qui répond aux besoins en chaleur et en cuisson des petits habitats écologiques. Ces deux solutions répondent au contexte et à la culture française et sont diffusées sous des licences open source en tant que communs. Cela permet à des entreprises et des artisans de les proposer, d'y contribuer, de les faire évoluer. De cette façon, on crée des écosystèmes à différentes échelles où chacun participe et joue son rôle pour répondre aux enjeux actuels. Un des grands mots-clés, enfin des grands axes de toutes mes recherches, peu importe les domaines sur lesquels je travaille, se joue dans le terme suivant, le design pour l'émergence. Le design pour l'émergence, ça veut dire je pose les valeurs qui comptent pour moi avant et j'essaie de voir de façon empirique comment designer une constellation monétaire, comment designer des structures de langage, comment designer des façons de s'alimenter, comment designer des codes sociaux pour que l'émergence que je souhaite puisse arriver. Alors après, sur les monnaies, moi, je parle des monnaies, on va dire, comme d'un langage de la richesse. Chaque monnaie représente une richesse, certaines objectives, comme par exemple la quantité alimentaire qu'il peut y avoir, ou bien la présence de potentialités de travail sur un marché, de réalisation de choses, des artisans, des entreprises, des choses comme ça, donc des choses objectivables. Et puis aussi donc représenter des richesses complètement subjectives, donc subjectivement exprimées, tu le mentionnais au début. Voilà, on peut te demander si tu te sens heureux aujourd'hui, on peut te demander quelle confiance tu as ou pas dans l'avenir, on peut te demander si tu te sens nourri par de l'apprentissage ou pas, et toi seul, subjectivement, peux y répondre, et moi aussi, et nous aurons des façons d'aller chercher cette réponse très différentes dans notre subjectivité, ce qui n'empêche pas, malgré tout, de mettre ça en currency, avoir un flux, justement, donc en système monétaire. En juin 2020, nous avons lancé la communauté Low-Tech Recherche et Enseignement, l'autre, avec des membres du milieu associatif et académique. Pour ça, on a lancé des événements et on a déployé un forum en ligne pour pouvoir échanger et partager des ressources. Le premier groupe de travail qui a émergé autour de cette communauté, c'est le groupe Capitalisation et diffusion de la connaissance. L'idée ici, c'est de
assurer la continuité et fiabiliser les travaux qui sont menés. L'enjeu de cette communauté, c'est de déclencher une prise de conscience et de décision dans le milieu académique sur la nécessité de repenser nos activités en réponse aux défis d'une société que nous voulons sobre et résiliente. Le tout dans une démarche humble, on apprend en avançant. Mes attentes vis-à-vis du projet Glocal Low-Tech, c'est d'abord de renouer le lien entre sciences et société à partir de la création de communs, et aussi de développer, déployer la philosophie et les pratiques low-tech en les confrontant au terrain. Particuliers, associations, entreprises, administrations, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice de la low-tech, du moment qu'elle partage des valeurs de coopération, de sobriété et de résilience. Le projet Glocal Low-Tech, c'est ce laboratoire citoyen indispensable pour favoriser l'essor de ces technologies qui sont à la hauteur de l'urgence environnementale, sociale et économique. Mais pour que ce projet voie le jour, il a besoin de soutien. Alors, si vous voulez faire partie de l'aventure, contactez Oséon. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, Franco.